Eh bien voilà, vous êtes déjà un très grand nombre. Bienvenue à tous de toute la région Occitanie et de la France entière pour ce webinaire sur le thème de la santé mentale et plus particulièrement à destination des professionnels qui sont au contact de personnes qui vivent avec des troubles psychiques ou qui font l'expérience de troubles psychiques dans leur quotidien. Vous avez été très nombreux effectivement à répondre à cette invitation qui a été faite par la région Occitanie, plus particulièrement à l'initiative du préfet Éric Pélisson en charge de l'exclusion, de la lutte contre l'exclusion et des solidarités sur le thème de la santé mentale, en partenariat avec la région académique Occitanie, et puis en partenariat également avec la Fédération Santé Mentale France, à laquelle j'appartiens, et je serai l'animatrice de ce webinaire et d'autres webinaires prévus sur d'autres thématiques. Alors, quelques mots très rapides pour vous dire que moi, ça fait un peu plus de 15 ans que je travaille sur ces sujets de rétablissement en psychiatrie, d'insertion sociale et professionnelle et de handicap psychique et santé mentale au travail. Et j'ai la chance d'être aujourd'hui accompagnée de 3 invités, 3 intervenants. Bonjour Dominique Boyer, qui témoignera de son parcours de rétablissement, ainsi que Virginie Pacheco et Tony Anctil, qui ont accepté de témoigner de leur expérience et de partager leur savoir-faire sur le sujet. Merci infiniment d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Alors, comment ça va passer? Ça va se passer ce webinaire. On a 1h30 ensemble, qui va être, cette heure et demie va être découpée en 3 parties. On va prendre un petit temps au démarrage à partir de quelques diapos pour se faire un petit rappel sur les enjeux de santé mentale aujourd'hui, la clarification avec les troubles psychiques. Puis ensuite, je laisserai la parole à nos 3 invités qui partageront leur parcours et leurs expériences. Et enfin, on prendra un vrai temps pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à mettre dans le chat durant toutes les interventions, toutes les questions que vous avez, les éclairages dont vous avez besoin. On va prendre le temps de noter vos questions. Il y a notamment les équipes de Santé Mentale France qui prennent tout cela en note pour qu'ensuite on puisse, avec nos invités, essayer d'y répondre au mieux et clarifier les points dont vous auriez besoin. Et puis, on se quittera. Donc, à 16h, on vous demandera de remplir un petit questionnaire de satisfaction pour nous aider à positionner la suite de ces webinaires, car l'objectif, c'est de pouvoir répondre au mieux aux besoins des participants et de continuer de proposer ces temps de partage d'expériences et d'apport de connaissances. Voilà pour l'introduction et le démarrage. Donc, si vous êtes tous là et prêts, on peut démarrer la première séquence qui consiste en un temps de clarification et de rappel autour des enjeux de santé mentale et de troubles psychiques dans la vie quotidienne. Alors, peut-être première question, pourquoi finalement aujourd'hui on entend parler de santé mentale partout? Pourquoi on lit et on entend que la santé mentale nous concerne tous? Et pourquoi finalement ce sujet émerge de manière aussi forte? Et quel est le lien, quel est le pont qu'on peut faire entre santé mentale et troubles psychiques, handicap psychique? Alors en premier lieu, ce qu'il faut voir, c'est que ça fait un certain nombre d'années maintenant que l'Organisation mondiale de la santé passe un certain nombre de messages sur la santé mentale qui a été finalement un peu le parent pauvre de toutes les politiques publiques de santé, qui a été en quelque sorte délaissée. Et il y a eu beaucoup d'attention portée
sur la santé physique et notamment la prévention en santé physique, beaucoup moins en santé mentale. Et ça fait quelques années que l'OMS martèle un peu partout dans le monde un rappel sur le fait qu'on n'a pas de santé sans santé mentale et qu'on ne pourrait pas négliger cette dimension-là de notre être. On avance sur deux pieds finalement, notre santé physique et notre santé psychique. Donc, c'est comme s'il fallait un peu rattraper un retard de prise de conscience de l'importance pour chacun d'entre nous de prendre soin de notre santé mentale ou notre santé psychique en plus de notre santé physique. Donc là, il y a un enjeu de responsabilité collective par rapport à cette attention qu'on doit porter à notre santé mentale, de la même façon qu'on a mangé des fruits et légumes, fait nos 10 000 pas par jour. Là, il y a un enjeu aujourd'hui de pédagogie et d'attention portée au quotidien pour chacun d'entre nous à notre santé mentale. Donc, pas de santé sans santé mentale, on est tous concernés. Ensuite, l'OMS nous rappelle ce qu'est la santé mentale. Et vous allez voir que la santé mentale, ce n'est pas uniquement une donnée purement médicale. La santé mentale, c'est quoi? C'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Donc, ce qu'on voit dans cette définition de la santé mentale et de l'importance de la santé mentale pour chacun d'entre nous, c'est qu'elle vient nous toucher dans un ressenti, dans quelque chose qui est de l'ordre de l'individu, de sa subjectivité et de finalement sa perception et sa sensibilité, et que c'est un ressenti de bien-être qui est un marqueur de notre bonne santé mentale et qui va nous permettre de nous ressentir en confiance dans nos capacités à mener notre vie dans le monde. La deuxième dimension de la santé mentale, elle touche à nos capacités et nos stratégies comportementales pour faire face aux difficultés de la vie. Donc, être en bonne santé mentale, c'est pas ne pas rencontrer d'obstacles ou de moments difficiles, mais c'est de trouver les bonnes stratégies, les adaptations, notamment comportementales, qui vont m'aider à traverser les difficultés et éventuellement les obstacles qui vont se mettre en travers de ma route et de mon chemin de vie. Et puis, la santé mentale, c'est prendre sa place dans la société, c'est être inclus et c'est d'apporter une contribution grâce à son savoir-faire, ses compétences, sa volonté, son engagement au service de quelque chose qui est plus grand que soi, au service d'un intérêt général et qui a une utilité finalement pour le monde dans lequel on vit. Donc, vous voyez, c'est bien plus que de la chimie, que des questions qui touchent au cerveau et qu'un diagnostic médical. C'est tout un rapport au monde qui se joue dans le fait de se maintenir en bonne santé mentale. La particularité de cette santé mentale, pour chacun d'entre nous, c'est qu'elle est fluctuante. Elle fluctue au cours de la journée, au cours des semaines ou des mois, au cours des années, au cours de la vie, entre un pôle positif qui est celui où il y a ce ressenti de bien-être, de confiance dans sa capacité à déployer son potentiel, et dans lequel on a des ressources intérieures et extérieures pour faire face à ce que la vie va nous faire rencontrer. Et puis, il y a un pôle négatif qui est plutôt celui de la santé mentale qui vacille, qui se dégrade. Il y a un ressenti de difficulté qui peut d'ailleurs être apparenté à une souffrance psychique, souffrance qui peut être extrêmement importante et qui va se traduire pour nous, en tout cas nous impacter dans nos ressentis et entraîner parfois de l'isolement ou du repli sur soi avec la perte de confiance en soi et d'estime de soi, parfois des difficultés cognitives avec une pensée qui s'accélère ou qui se ralentit, des ressentis d'anxiété et des difficultés à faire face au stress. Il peut y avoir des perceptions hallucinatoires aussi, on entend plus de choses qu'on devrait entendre ou moins, ou on voit des choses qu'on ne devrait pas voir. Il peut y avoir des comportements difficiles à réfréner, c'est-à-dire avoir des comportements un peu obsessionnels ou d'addiction qu'on n'arrive pas à contenir ou à maîtriser. Et ça, ce sont des manifestations du fait que notre santé mentale
se dégrade, est mise à l'épreuve ou est mise en tension et que l'on rencontre tous dans la vie. Simplement, il va y avoir des degrés différents et une intensité différente. On peut ressentir de manière passagère ces difficultés psychiques, notamment quand on fait face à des événements de la vie qui génèrent de la souffrance, comme la perte d'un être cher, la perte d'un emploi. On sait que les déménagements aussi nous mettent en tension psychique et viennent éprouver notre santé psychique. On parle alors souvent de détresse psychologique ou de détresse réactionnelle. Quand il y a une intensification de cette détresse-là et qu'elle devient plus importante et que finalement elle va impacter notre quotidien et qu'on n'arrive plus à mener notre vie au quotidien, on parle alors de troubles psychiques dans la mesure où souvent on va avoir besoin de demander de l'aide de professionnels compétents dans le champ de la santé mentale, de l'aide de professionnels de la médecine psychiatrique ou de psychologues thérapeutes, et éventuellement on va avoir besoin de soins médicamenteux en plus d'un accompagnement thérapeutique. On parle souvent de troubles psychiques pour exprimer la diversité finalement des pathologies et des troubles qui sont traités par la psychiatrie et la psychologie. Lorsqu'il y a un faisceau de symptômes qui se croisent, on peut poser un diagnostic médical qui entre dans les classifications de la psychiatrie. Et puis lorsque ces troubles durent dans la vie quotidienne, qu'il y a des limitations en termes de participation sociale et un impact plus durable sur la vie quotidienne qui a besoin d'être accompagné, compensé ou adapté, il y a alors la reconnaissance d'une situation de handicap psychique qui peut faire l'objet de compensation. Ce handicap psychique, c'est donc la perte d'autonomie ou le besoin de compensation qui va se manifester dans la vie quotidienne. Et elle est liée à quoi, cette situation de handicap? À un certain nombre de limitations que les personnes peuvent rencontrer du fait des troubles ou parfois des traitements médicamenteux qui peuvent être lourds et qui vont impacter les comportements et qui va se manifester de diverses manières. Ça peut être dans la difficulté à entreprendre, à faire des projets et à se projeter finalement à plus ou moins long terme et à s'engager dans une action. Il y a une difficulté souvent à prendre soin de soi. On va en reparler par la suite avec les enjeux de rétablissement. Ça peut se manifester par des difficultés à entretenir son espace personnel, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à faire le ménage chez soi. On ne voit plus éventuellement qu'il y a besoin de faire le ménage. On a besoin d'aide pour tenir propre son logement et éventuellement même tenir son hygiène personnelle. Il peut y avoir des difficultés relationnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire voilà, les troubles m'envahissent trop et j'ai du mal à être en contact avec les personnes. Il y a trop de charge émotionnelle dans ces relations-là. Il y a du malaise qui m'empêche d'être serein dans mes relations avec les autres. Quelquefois, ça peut être des difficultés à réprimer son nocivité dans les relations. C'est-à-dire que quand je suis contrariée, mal à l'aise, je peux être tendu ou agressif et à ne pas pouvoir me contenir dans mon désaccord ou une relation qui ne me convient pas. Et puis, quelquefois, on peut avoir du mal à percevoir ces difficultés et accepter de l'aide, d'où l'enjeu très important de la capacité de chacun d'aller vers et de proposer de l'aide à des personnes qui, pris dans leur souffrance psychique, n'arrivent plus à formuler une demande, voire même à accepter l'aide qu'on peut leur proposer. Alors, qu'est-ce qui finalement détermine notre santé mentale? Il y a tout ce qui relève de l'individu, de qui on est, de notre personnalité, notre estime personnelle, la capacité qu'on a à faire face à nos émotions, et puis aussi notre patrimoine génétique et héréditaire, parce qu'on sait qu'il y a des vulnérabilités, par exemple, pour la dépression, pour tous les troubles de l'humeur, des comportements addictifs, par exemple. Et puis, il y a aussi ce qu'on a vécu, notre enfance, et éventuellement des événements traumatisants qui, vont impacter notre santé mentale, en positif d'ailleurs, ou
en négatif parfois. Il y a une autre dimension qui est extrêmement importante, voire même plus importante, puisque l'OMS dit même que l'environnement joue pour 60% dans notre état de santé, c'est effectivement tout l'environnement, c'est-à-dire c'est les conditions dans lesquelles on vit et on travaille, le niveau de vie et les revenus que l'on peut avoir, c'est les réseaux de soutien, les solidarités, le fait d'être marié, le fait d'avoir une famille sur laquelle on peut compter, qui va être déterminant dans notre niveau de santé mentale. Et enfin, et bien sûr, l'accès aux soins, le fait de vivre dans un environnement où les troubles psychiques sont stigmatisés ou au contraire, il y a des politiques d'accompagnement et inclusives. Et donc, finalement, toute la dimension culturelle dans laquelle on évolue, ça va fortement impacter notre santé mentale. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'on a tous un rôle à jouer, puisqu'on est tous vecteurs, quelque part, de santé mentale pour nous et pour les proches, de santé mentale positive ou au contraire risque pour l'environnement, pour les personnes que l'on côtoie en tout cas. Donc cette affaire de santé mentale, elle concerne tout le monde, vous l'avez compris, et l'expérience des troubles psychiques et de problèmes de santé mentale, on estime que dans tous les pays du monde, ça concerne à peu près 1 personne sur 5 dans la population, voire 1 personne sur 4 en France, au cours de la vie, rencontrera des problèmes de santé mentale qui vont impacter son quotidien. Donc, ce n'est pas du tout une question à la marge, ce n'est pas du tout une question de conditions de vie et de santé d'une minorité. Ça touche un très grand nombre de personnes, voire tout le monde, si on considère que quand on est un proche, on est aussi concerné par cet enjeu-là. L'OMS est très alarmant sur le sujet et nous dit depuis plusieurs années que c'est la première cause de handicap dans le monde. Ça fait depuis les années 2000 qu'il alerte sur le fait que c'est une cause de handicap qui va aller grandissant et nous rappelle que 5 troubles psychiques sont représentés parmi les 10 problèmes sanitaires les plus préoccupants du XXIe siècle. Donc là, on est vraiment en ce moment dans une prise de conscience du fait qu'il y a un enjeu de santé publique à l'échelle du monde qui est majeur et qu'aujourd'hui, on a tous besoin de s'engager à la fois individuellement et collectivement pour prendre soin de la santé mentale de tous. Et puis, dans le monde du travail, il faut savoir qu'un salarié sur 2 se considère en mauvaise santé mentale psychologique dans un baromètre qui a été fait par la société Malakoff Humanis. Donc, voilà, c'est pas un fléau, mais c'est un enjeu de société qui nous concerne tous. Ce qu'il faut savoir, c'est que avoir des troubles psychiques et faire l'expérience des troubles psychiques n'est pas antinomique ou incompatible avec le fait de se rétablir. On peut avoir une maladie mentale, vivre avec des troubles psychiques au long cours et être en bonne santé mentale et être dans un chemin de rétablissement. Qu'est-ce que ça signifie, le rétablissement? Le rétablissement, c'est différent de la guérison. La guérison va chercher à faire disparaître les symptômes, que les symptômes n'existent pas. Le rétablissement, c'est quelque chose qui est plus grand que la guérison. C'est un processus dans lequel on entre. C'est un processus d'acceptation, c'est un processus de connaissance de soi, c'est un processus de transformation où on ne se réduit pas à sa maladie, mais où on entame un chemin dans lequel on intègre les limites éventuelles causées par la maladie, les difficultés que l'on doit dépasser en lien avec les maladies, sans pour autant négliger la vie que l'on souhaite mener, le projet de vie que l'on a pour soi, la vie qui nous semble mériter d'être vécue, la vie épanouissante, joyeuse et satisfaisante pour soi. Se rétablir, ça passe par quoi? Donc ça passe par le fait de mener une vie qui a du sens pour soi, c'est-à-dire une vie dans laquelle on se sent participer au monde dans lequel on est, on se sent appartenir au monde dans lequel on est, dans lequel on a des relations significatives pour soi qui viennent nourrir notre humanité. C'est une vie dans laquelle on a des liens d'attachement et des liens sociaux qui nous soutiennent.
et éventuellement une vie culturelle. Ah, il y a quelqu'un qui passe mes diapos tout seul. Qui est intervenu? Hop. Le rétablissement, ça passe aussi par le fait de prendre soin de soi. Donc, prendre soin de soi, c'est quoi? C'est bien sûr se soigner, c'est trouver son équilibre psychique qui nous permet de trouver une qualité de vie et de ne pas être envahi par une symptomatologie qu'on n'aurait pas décidé. Mais c'est aussi tout ce qui va toucher à notre hygiène de vie quotidienne, tout ce qui nous permet de ressentir du bien-être, éventuellement de prévenir des rechutes, et ça peut passer par tout ce qui est la nutrition, par le sport, par la méditation, et qui vont être déterminants dans le rétablissement et l'équilibre au quotidien. Et puis, ça passe aussi par le fait de développer des compétences psychosociales. Vous l'avez vu, les troubles psychiques, ils ont des répercussions importantes sur nos relations, sur notre pensée, sur la dimension émotionnelle. Et donc, ça suppose de faire un travail de connaissance, d'apprentissage, d'exploration pour comprendre comment on fonctionne. Et on a chacun notre propre fonctionnement, donc on a chacun de nous à découvrir la manière dont on fonctionne selon les situations et quelles sont les stratégies qu'on développe pour faire face aux situations et aux événements de la vie. Et ça passe aussi, le rétablissement, par la prévention éventuellement des rechutes. Et donc, qu'est-ce qu'on est capable de mettre en place en amont des rechutes pour se dire, mais voilà, qu'est-ce qui va éventuellement m'aider à ne pas rechuter, qu'est-ce qu'on peut faire dans les moments où je rechute. Donc, ça passe par les plans de crise conjoints, les plans de prévention des rechutes ou les plans de rétablissement. Et la dernière dimension importante du rétablissement, c'est le soutien que l'on peut trouver dans son entourage, auprès de proches, auprès de pairs, dans notre famille, auprès de nos collègues, dans notre quartier, dans le voisinage, dans les professionnels qui nous soutiennent, qui nous accompagnent ou qui nous soignent. D'où l'importance aussi de la posture de chacun des intervenants auprès des personnes qui vivent avec des troubles psychiques. Pour terminer, deux points. L'énorme obstacle et frein à toute la prise de conscience autour des problèmes de santé mentale, des troubles psychiques et de l'inclusion, ce sont les stéréotypes, la méconnaissance et les idées reçues. Donc, on a tous un travail à faire de déconstruction pour nous et pour les autres autour de ces idées reçues. Donc, j'en ai retenu 4, mais il y en a bien d'autres, malheureusement, mais qui me semblent être des obstacles que l'on peut surmonter, en tout cas pour essayer d'avancer dans l'accompagnement des personnes et le soutien à domicile. La première idée, ce serait que la seule façon de se soigner et de pouvoir se rétablir, c'est l'hôpital et les médicaments. C'est oublier toute l'importance de ce qui va impacter le rétablissement et que j'évoquais précédemment, et du soutien aussi, qu'on peut trouver auprès d'autres professionnels, mais toutes les dimensions sociales, culturelles, de vie quotidienne sont déterminants, et qu'un médicament n'a jamais fabriqué le rétablissement. Le médicament n'est qu'un moyen au service de la personne, de sa qualité de vie, pour enclencher ce processus beaucoup plus large de transformation qu'est le rétablissement. Il y a la confusion entre handicap psychique et handicap mental, parce que historiquement, on a fait un amalgame entre ces deux types de handicap. Or, les besoins ne sont pas exactement les mêmes, puisque dans les situations de handicap psychique, il y a une dimension évolutive qu'il n'y a pas forcément dans le handicap mental. Il n'y a pas de déficience intellectuelle, même si parfois la pensée peut être ralentie ou dysfonctionnante à cause des troubles. C'est souvent passager, ou bien ça peut être lié au traitement. Et puis, voilà, il y a la dimension de transformation et du rétablissement qui est moins vraie dans le cas du handicap mental. Il y a l'idée reçue autour de la dangerosité. Donc, on parle souvent des personnes schizophrènes, mais en fait, ça concerne toutes les personnes qui ont des troubles psychiques où on a l'impression qu'elles pourraient péter les plombs, faire un passage à l'acte criminel. Et en fait, toutes les études montrent qu'il n'y a pas de surreprésentation de personnes qui ont des problèmes de santé mentale dans les personnes qui commettent des actes criminels, voire même un peu moins que dans la population globale. On estime à 3 à 5%
des actes commis par les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. En revanche, elles sont beaucoup plus souvent, elles, victimes d'actes criminels parce que pour certaines d'entre elles, il y a une vraie vulnérabilité. Et puis, il y a une idée reçue qui est très présente, qui est que finalement, on ne pourrait pas travailler, que le monde du travail est à risque, ne peut pas comprendre les personnes. Et là, on occulte tout un pan de la population qui vit avec des troubles psychiques, qui va au travail tous les jours, qui en parle ou pas à son employeur, qui souhaite travailler en milieu ordinaire, qui a des compétences et qui ne souhaite qu'une chose, c'est pouvoir être pris en considération et éventuellement avoir quelques adaptations d'horaire ou managériales quand c'est nécessaire et quand il y a des passages un peu plus difficiles de pouvoir se reposer. Alors peut-être pour terminer là-dessus, un mot sur qu'est-ce que ça veut dire finalement, comment on peut être vecteur de santé mentale et de rétablissement quand on est un proche, quand on est un professionnel qui vient au domicile d'une personne et comment on peut être finalement aidant, soutenant et facilitant par rapport à cet enjeu de vie quotidienne à domicile en fait. Eh bien, il y a quelques dimensions auxquelles on peut être attentif. C'est tout d'abord la manière dont on peut véhiculer de l'espoir pour la personne qui souvent peut être dans une détresse, une perte de confiance dans l'avenir et le fait de retrouver l'espoir va être un levier déterminant de son processus de rétablissement. Il y a toute l'écoute et l'empathie qu'on peut apporter aux personnes qui parfois sont très isolées et qui retrouvent de l'espoir justement quand elles se sentent comprises et écoutées. Il y a la considération dans les choix. L'expérience des troubles et du soin fait qu'on est souvent dépossédé d'un certain nombre de décisions pour sa vie et donc on a perdu son pouvoir d'agir, on ne sait plus ce qui est bon pour soi. Donc c'est très important de permettre à la personne de faire des choix en connaissance, de lui apporter un maximum de connaissances et de respecter ses choix. C'est une manière de la considérer avant tout comme une personne et pas comme une maladie. Et puis, éventuellement, lui apporter des conseils, de l'orienter un peu dans le dédale des dispositifs, des aides, qui est extrêmement complexe. Et souvent, on n'est pas trop de deux pour éclairer, identifier quelles sont les aides dont on pourrait bénéficier. Donc voilà, quelques mots d'éclairage sur la santé mentale, les troubles psychiques. Peut-être que vous connaissez déjà bien ces sujets, mais ça nous semblait important, comme on est très nombreux, de pouvoir se remettre tous un peu à jour et d'accord là-dessus. Et puis, de pouvoir aborder donc, le sujet de la vie à domicile. Pourquoi on a choisi ce sujet et on va demander tout de suite à Dominique de pouvoir nous en parler parce que souvent on se représente que le temps de la maladie, c'est le temps à l'hôpital. Est-ce qu'on peut enlever les diapos, s'il vous plaît? Voilà. On s'imagine souvent que le temps de la maladie, c'est le temps à l'hôpital et que finalement, quand on sort de l'hôpital, c'est terminé. Il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de sujet. Or, c'est là que le début de l'aventure commence. Ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que sur les 2 millions de personnes qui sont suivies tous les ans par les services de psychiatrie, seule 1 sur 4 est hospitalisée à temps plein. En fait, le 3/4 des personnes sont suivies médicalement, mais en ambulatoire, en ville, et elles sont dans leur logement, elles vivent chez elles, et elles peuvent avoir besoin de soins ou d'accompagnement au quotidien ou de manière hebdomadaire par des services médicaux ou médico-sociaux et intégrés. Et c'est ça qu'on va aborder, notamment avec Tony et Virginie, qui ensuite pourront nous parler des services d'accompagnement qui existent et comment finalement on peut accompagner au domicile les personnes. Mais tout de suite, je vais laisser la parole à Dominique. Dominique, merci infiniment d'avoir accepté de partager votre parcours de rétablissement. Vous avez eu une vie très riche, vous avez exercé différents emplois, vous vivez actuellement à Montpellier et vous ne travaillez plus, mais vous avez un grand nombre d'activités
et je sais une lecture intensive d'une personne que vous avez rencontrée il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui a été une rencontre importante pour vous, qui sont les lectures de Christophe André. Je vous remercie beaucoup, vraiment, Dominique, parce que c'est un exercice qui est difficile de prendre la parole lors de webinaires. Je ne vais pas vous dire combien de personnes sont connectées pour ne pas augmenter le stress, mais sachez qu'on est très, très nombreux à vous écouter et qu'on est surtout voilà, très intéressés d'avoir votre regard sur votre parcours et ce qui a été aidant et important pour vous dans votre parcours de rétablissement. On vous laisse la parole, on vous écoute avec attention. Merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Dominique Boyer, 58 ans, accompagné par le centre du Centre Tony Lemay à Montpellier. C'est dans ce cadre que m'a été proposée une rencontre une fois par semaine avec ma référente qui assiste à mes nombreux rendez-vous médicaux, mais aussi une aide pour les démarches administratives. Et j'ai aussi la possibilité de participer à des activités culturelles, seul ou en groupe. Ce dispositif m'est indispensable pour l'épanouissement de mon bien-être grâce à un accueil et une écoute bienveillante. Et c'est sans hésitation que j'ai accepté de témoigner lors de ce webinaire sur la santé mentale pour m'exprimer et informer sur mon quotidien. Mes centres d'intérêt et loisirs contribuent à un certain épanouissement personnel. Lecture, écoute de musique, assister à des concerts et des spectacles et participer aussi à des rencontres culturelles. Cependant, ce qui me motive le plus, c'est l'écriture de slam que je lis en public si possibilité. Après un bac littéraire et 3 années à l'Université de l'Est de Montpellier, en philosophie et en lettres modernes, je m'oriente vers le domaine professionnel pour exercer des postes d'agent administratif. Après une formation en secrétariat informatique et des stages, et notamment à la mairie de Montpellier, et qui m'ont permis de maîtriser une bonne pratique. Pendant l'un de ces stages, j'ai eu une déception déstabilisante. Mauvais accueil de la secrétaire qui avait la charge de m'orienter. C'était fréquemment des critiques infondées et des propos agressifs, souvent humiliants. À partir de cette période, un manque de confiance en soi qui génère stress, un stress est difficile à maîtriser, m'a envahi. Des tocs apparaissent dans mon quotidien, ainsi que dans le milieu professionnel, traduisant des hésitations et des doutes très perturbateurs. Depuis quelques années, j'observe une nette amélioration. Mes torts ont quasiment disparu et je retrouve peu à peu une meilleure confiance en soi, en moi. Cela a été rendu possible avec la participation à un atelier de remobilisation organisé par Cap Emploi, comprenant des mises en situation, des tests et d'étudier une partie de la méthode de Christophe André qui m'a donné envie de lire certains de ses livres et même de le rencontrer. Actuellement, je suis suivi par le psychologue du SAMSA chaque mois et je prends un traitement léger d'antidépresseurs qui me permettent de régulariser ma thérapie. Et depuis une quinzaine d'années, j'ai dû quitter le domaine professionnel suite à ma santé générale défaillante, entraînant plusieurs pathologies, diabète, tension artérielle, œdème et ulcères aux jambes. Je dois donc prendre un traitement ainsi que des consultations à l'hôpital au service des maladies vasculaires. Je suis aussi en obésité, 150 kilos, et je me déplace difficilement avec l'aide permanente d'un déambulateur. Depuis l'âge de 11 ans, j'ai habité l'appartement avec ma mère. C'est suite à son décès que j'ai dû rechercher un logement. Au départ, j'ai eu affaire à un marchand de sommeil et qui m'a proposé un appartement humide de moins de 20 mètres carrés, très bruyant et avec une tentative de vol dès les premiers jours. Entre-temps,
j'ai monté un dossier de demande d'un appartement social qui a abouti à une réponse positive l'année suivante avec l'appui de mon employeur du moment qui m'a permis de réduire fortement les délais d'attente, car celle-ci peut aller jusqu'à 10 ans pour certaines personnes. C'est ainsi que je vis encore actuellement dans cet appartement social de type F1 en bon état avec un lit médicalisé et la construction récente d'une salle de bain adaptée au PMR avec une prise en charge financière du bailleur HCM. Avec les conseils d'une ergothérapeute, je suis situé au centre-ville de Montpellier, dans le quartier Antigone, que j'apprécie beaucoup car j'y possède tous mes repères. Et surtout, cette localisation est favorable à ma situation de handicap. La proximité du tram me permet de me déplacer à la médiathèque, au centre commercial et de rejoindre rapidement le centre-ville. Je peux aussi marcher jusqu'à 30 minutes environ dans mon quartier, exercice physique qui est conseillé par mon kiné. Et si je peux continuer à rester à vivre dans mon appartement, c'est grâce à la visite journalière d'infirmières, toilettes et soins médicaux, et l'aide précieuse de mon ami pour les tâches ménagères, courses, entretien et préparation des repas. Le handicap psychique étant un trouble mental qui entraîne notamment des limitations dans la vie quotidienne, il est nécessaire de positiver, même si ce n'est pas toujours évident. Et aussi de prendre soin de sa santé mentale en communiquant le plus possible avec ses proches, gérer son stress et ses troubles anxieux. Des points nécessaires doivent être pris en compte comme l'accompagnement et l'écoute, trouver une hygiène de vie, manger équilibré, mieux dormir et surtout conserver du lien social. Le handicap psychique n'est pas une fatalité. Alors, il est essentiel de lutter contre les préjugés et les discriminations liées à la santé mentale. Pour conclure ce témoignage, je vous propose d'écouter un slang que je viens d'écrire pour cette occasion sur le thème de la santé mentale. Il s'intitule « Le labyrinthe de mon esprit ». Le voici. Je suis un océan, parfois calme, parfois en tempête, un tourbillon de pensées, un labyrinthe sans porte. Ma santé mentale, un terrain glissant où je lutte chaque jour pour me tenir à flot. Les mots s'en mêlent, les idées s'enfuient. Prisonnier de mon propre esprit, je me noie, mais je résiste, je me bats, je me relève. Je cherche la lumière au bout du tunnel, car même dans les ténèbres, l'espoir subsiste. Je suis plus fort que mes blessures, plus grand que mes doutes. Je suis un survivant, un être complexe, imparfait, mais vivant. Je continuerai à me battre jour après jour pour retrouver mon équilibre et ma joie. Merci de m'avoir écouté et un grand merci aux autres intervenants. À bientôt sûrement. Au revoir. Vous ne partez pas, Dominique, vous restez avec nous. Merci infiniment d'avoir pris le temps d'écrire ce témoignage inspirant et qui à la fois nous éclaire tous pour comprendre ce que les personnes peuvent vivre et donne de l'espoir, des idées, de l'inspiration à beaucoup d'autres. Merci beaucoup, c'est un exercice pas facile. Vous l'avez réussi brillamment, Dominique. Bravo, vous pouvez souffler, mais si vous en êtes d'accord, de rester avec nous pour répondre aux questions des participants. Je dois avoir un problème de prononciation des pronoms. De quoi? Je dois avoir eu un problème de prononciation. Non, on vous a très bien compris, Dominique. C'était super. Merci beaucoup. Maintenant, je vais passer la parole à Virginie et Tony, qui ont une grande expérience en tant que travailleurs sociaux au sein de la PSH 34, de l'accompagnement et notamment de l'accompagnement à domicile. Donc, votre expérience est riche d'enseignements pour savoir comment
justement, on peut être aux côtés des personnes, aller vers et les soutenir dans le quotidien. Merci d'avoir accepté de participer et de vouloir contribuer à lutter contre la méconnaissance et la stigmatisation sur ces sujets-là. On vous écoute. Eh bien, bonjour, je vais commencer par prendre la parole. Tony, je suis éducateur sur le service du SAVS Tony Lenné depuis 2016. Je ne sais pas si ça fait de moi quelqu'un qui a une grande expérience, mais en tout cas, voilà, depuis 2016, je suis sur ce service et j'accompagne ce public depuis 2010, parce qu'auparavant, je travaillais sur des foyers qui dépendent aussi de la plateforme là où les SAVS. Ce qui m'intéressait, moi, dans l'idée de participer à ce webinaire, c'était le côté de démystifier la question du handicap psychique. Claire l'a dit tout à l'heure, mais c'est vrai que bien souvent, c'est connoté par des mauvaises références. Alors, ça peut être des références médiatiques ou culturelles, cinématographiques. Je prends l'exemple classique du tueur psychopathe en série, mais voilà. D'autant plus, ce qui m'intéressait, c'était aussi que bien souvent, l'étrangeté peut faire peur au grand public, mais je trouve que la question de l'angoisse, ça se trouve plutôt chez les personnes qu'on accompagne. Voilà. Donc, voilà, c'était mes motivations à participer à ce webinaire. Alors bonjour, moi c'est Virginie, je suis éducatrice spécialisée. Je travaille depuis une dizaine d'années au sein de l'association et depuis environ 6 ans sur le SAVS. En ce qui me concerne, donc mes motivations à participer au webinaire sont similaires à ce qui a été dit précédemment. C'est vrai que on parle beaucoup de troubles psychiques dans des termes négatifs. On nomme les personnes avec des termes très péjoratifs souvent. On en entend souvent parler. Et ce que je souhaitais également, c'était éventuellement apporter un autre regard et un premier niveau de connaissance sur les personnes avec des troubles psychiques, puisque c'est vrai que c'est un handicap peu connu. Et donc, je n'avais pas le chiffre. Donc, merci Claire. 1 personne sur 5 concernée par des problèmes de santé mentale. Donc, on se rend bien compte de la proportion au sein de personnes qu'on peut côtoyer de manière très, très fréquente. Donc, on va commencer avec Tony par vous présenter l'association dans laquelle nous travaillons. On vous parlera également de la plateforme, du SAMSA, dont Dominique fait partie, du SAVS sur lequel nous travaillons. Et puis, on parlera de différents sujets qui nous semblaient importants d'aborder lors de ce webinaire. On parlera également de tous les étayages qui peuvent être mis en place avec les personnes que nous accompagnons. Et nous terminerons sur une note positive avec ce que j'ai appelé un peu les potentialités des personnes. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'association, donc elle est composée d'établissements et de services répartis sur tout le département de l'Hérault. Là, ici, nous sommes à Montpellier et nous sommes au sein de la plateforme Henri Vallon Tony Lenné qui est composée de plusieurs établissements. Donc, je vais synthétiser. S'il y a des questions, on pourra revenir dessus après. Donc, sur la plateforme, il y a ce qu'on appelle donc un EAM, établissement d'accueil médicalisé, plus communément appelé foyer d'accueil médicalisé. Il y a un EANM, établissement d'accueil non médicalisé, plus communément appelé foyer de vie, un foyer logement, un pôle ressources qui propose des activités adaptées aux besoins des personnes qui y vont. Et donc, 2 services de maintien à domicile, un SAVS, service d'accompagnement à la vie sociale, et un SAMSA, service d'accompagnement médico-social pour adultes en situation de handicap. Donc, ces 2 services, donc on va s'intéresser un peu plus au SAVS et au SAMSA. Ces 2 services accompagnent chacun une centaine de personnes. Au niveau de la composition de l'équipe sur le SAVS, on est avec des éducateurs et éducatrices spécialisés et une TISF. Il me semble que TISF signifie technicien d'insertion sociale et familiale. Voilà, peut-être, je suis pas certaine, à vérifier.
Et sur le SAMSA, il y a des infirmiers, infirmières, éducateurs, éducatrices spécialisés, aides médico-psychologiques. Et donc, communément à ces deux équipes, il y a un psychologue, une secrétaire et une chef de service qui est juste à côté de Dominique, Lucie Chauveau. Donc, nous fonctionnons avec le principe de référent unique. Les rythmes des rencontres sont à avoir en fonction des besoins des personnes. On s'adapte vraiment à leurs besoins et à ce qu'ils souhaitent. Certains peuvent se poser la question de savoir quelle est la différence entre un SAVS et un SAMSA. Donc généralement, sur le SAMSA, les personnes accompagnant des problématiques, une ou plusieurs problématiques de santé, ce qui explique donc la composition de l'équipe où il y a du coup du personnel médical, mais qui assure un rôle de coordination, qui est pas dans qui ne pratique pas les soins. Au niveau des missions, donc les missions de nos deux services sont d'assurer un suivi et une coordination de différentes actions. Je relis mes notes, excusez-moi. Donc le suivi et la coordination des actions des différents intervenants autour de la personne en situation de handicap. Donc voilà, comme je disais, c'est vraiment un aspect de coordination, d'accompagnement, de soutien. Et donc, nous accompagnons des personnes avec des troubles psychiques, des névroses invalidantes ou des TSA, troubles du spectre autistique. Notre but, c'est donc de faire en sorte qu'ils puissent, pour les personnes par exemple qui s'installent dans un domicile pour la première fois, donc c'est de faire en sorte que l'installation se passe le mieux possible, qu'ils puissent vivre au mieux, que ce soit en autonomie ou en famille, parce qu'on accompagne également des personnes qui vivent par exemple chez leurs parents ou chez des proches. Ça peut aussi être pour l'élaboration d'un projet de vie. Par exemple, quelqu'un qui veut partir, qui a pour projet d'intégrer un foyer, mais pour lequel les listes d'attente sont trop longues, peut très bien, dans l'attente, intégrer un SAVS ou un SAMSA, si ça semble adapté. Du coup, en fait, l'accompagnement qu'on propose, que ce soit sur le SAVS, le SAMSA ou les autres dispositifs de la plateforme, c'est pas un accompagnement qui démarre avec de l'urgence. Avant de pouvoir être accompagné par le service, la personne concernée doit monter un dossier auprès de la MDPH, auprès de la MDA, donc ça comporte un dossier administratif, mais aussi un certificat médical d'un médecin. Il faut ensuite qu'elle dépose un dossier de candidature chez nous. Voilà, si vous avez besoin de plus de précision, on peut y revenir par la suite, mais en tout cas, l'idée, c'est pour dire qu'il se passe malheureusement plusieurs mois, voire plusieurs années avant qu'on puisse démarrer un accompagnement. J'ai vu passer dans le chat un petit débat autour de personnes retraitées, est-ce qu'on peut continuer, les SAMSA s'arrêtent, les SAMSA continuent, etc. Au niveau du SAVS, on continue à avoir des notifications pour accompagner les personnes après 60 ans de manière dérogatoire. Donc des fois, c'est tous les ans. Maintenant, on arrive plus ou moins tous les 2 ans à avoir une dérogation. On continue à accompagner un public du coup qui vit. Sur le SAVS, on a des personnes de plus de 70 ans. Je vous parlerai d'ailleurs de quelqu'un tout à l'heure qui a plus de 70 ans. Et donc voilà, j'ai l'impression qu'il y a des disparités suivant les différents départements de France. Mais en tout cas, nous, dans l'Hérault, on arrive encore à accompagner les personnes sur du maintien à domicile après l'âge de la retraite. Ce qui n'est pas forcément le cas au niveau des structures type foyer. Pour revenir sur l'accompagnement qu'on propose, c'est un accompagnement à la carte. En fait, on va évaluer conjointement avec l'usager les modalités d'accompagnement. La fréquence des rencontres, tout est ajustable. Les rendez-vous, ça peut avoir lieu sur le service, chez l'usager, à l'extérieur. On va se baser sur les attentes, mais aussi sur les besoins qu'on va rencontrer. On va pouvoir, pour donner des exemples, on peut accompagner sur l'extérieur, on peut faire des accompagnements médicaux, accompagner vers le milieu professionnel, la vie sociale, aider dans des démarches administratives, ou même simplement boire un café et proposer un temps de parole. On peut être aussi amené à travailler avec les familles. En tout cas, l'idée, elle est de laisser des espaces d'autonomie de la personne. Si la personne n'a pas besoin d'aide pour son suivi médical, par exemple, on n'intervient pas.
De manière générale, on essaie de ne pas créer une dépendance dans notre étayage, afin que la personne concernée puisse s'émanciper de notre suivi, mais bon, c'est pas toujours aussi simple, quoi. Donc effectivement, on travaille avec le principe de libre adhésion. Si un jour une personne vient nous voir ou vient voir la chef de service en disant qu'elle ne souhaite plus être accompagnée, ben dans ces cas-là, on respectera son choix. Les personnes sont à 100% acteurs de leur projet. Notre travail, c'est vraiment de les soutenir au mieux et de les accompagner vers un mieux-être. Donc, je vais vous donner l'exemple d'une personne que j'accompagne où j'ai choisi la question du soin qui me semblait illustrer bien cette question. Donc, une personne que j'accompagne qui a très mal au dos, mais très très mal, régulièrement, et les médecins, du coup, lui ont dit qu'il fallait qu'elle se fasse opérer. Et donc, elle, c'est catégorique, elle refuse vraiment catégoriquement de se faire opérer. Dans ces cas-là, même si c'est une opération qui pourrait lui être bénéfique, voilà, on se plie à son souhait et on essaye de faire au mieux pour soulager ses douleurs avec des propositions de rendez-vous chez le kiné quand les douleurs se déclenchent de nouveau. Après, il y a d'autres situations où là, le refus de soins, il résulte plutôt d'une angoisse. C'est le cas d'une autre personne que j'accompagne, que je vais appeler Madame D. Madame D a plus de 60 ans et elle évite les médecins. Donc le but, c'est de ne pas avoir les médecins pour ne pas qu'ils lui disent qu'elle a quelque chose, un problème de santé ou quoi que ce soit, et comme ça, ça se passe bien pour elle. Sauf que le souci, c'est que arrivé à un certain âge, les problèmes de santé, ils se font plus fréquents et Madame D, elle n'échappe pas à la règle. Et du coup, on s'est dit avec le psychologue du service qu'on ferait un point, donc une fois par an, lors des projets personnalisés. Donc les projets personnalisés, c'est des rencontres que nous faisons avec le référent, la personne accompagnée, le psychologue et éventuellement parfois la chef de service, pour définir des objectifs à l'année, voir si notre accompagnement correspond bien aux besoins de la personne. Et donc du coup, on s'est dit qu'une fois par an, on ferait un point sur le suivi, sur les rendez-vous médicaux de l'année de Madame D. Et donc c'est ce qu'on a fait, et parce que pour la petite... une fois, je retrouve Madame D en plein centre-ville. Je suis 4 mètres devant elle et Madame D ne me voit pas. Donc du coup, je dis quand même, là, il y a un petit problème. Et au fur et à mesure, elle s'est rendue compte qu'effectivement, c'était bien handicapant et que, oui, ça pouvait être bien de faire, d'aller voir l'ophtalmo déjà pour commencer. Donc, c'est ce qu'on avait défini, du coup, lors du projet personnalisé ensemble, où elle était d'accord. Et de fil en aiguille, elle s'est fait opérer de la cataracte. Donc, le truc avec la cataracte, c'est qu'il y a 2 opérations, vu qu'il y a 2 yeux. Donc du coup, première opération, j'avais accompagné Madame D au rendez-vous avec le médecin. On avait parlé des angoisses de Madame D et du coup, le médecin a pu l'opérer. Et après, quand on a fait un point sur les opérations, comment s'étaient passées les 2 opérations, effectivement, le médecin a bien pu dire que Madame D était très, très stressée. Il faut savoir que quand elle est stressée, elle parle beaucoup et elle rigole aussi. C'est totalement nerveux. Mais ce qui est très bien, c'est que le médecin a pu s'adapter avec conscience du stress que ça occasionnait, parce que c'est vrai qu'il y a des médecins qui pourraient vite s'agacer face à ça. Et le fait du coup d'avoir pu en parler ensemble, d'avoir pu faire le lien, il a pu prendre en compte totalement le stress qu'elle pouvait éprouver et il a pu la rassurer autant que possible, parce que des fois c'est vrai que c'est compliqué, mais il a pu la rassurer et prendre le temps. C'est vrai que parfois c'est des moments qui prennent un peu plus de temps pour certains professionnels, mais juste accorder un petit peu ce temps supplémentaire, ça vient rassurer la personne et ça a un côté très bénéfique. Donc, du coup, là, c'est vrai que j'ai pris l'exemple du soin, parce que c'était ce que je trouvais de très parlant. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on ne force pas les gens, on travaille avec eux et petit à petit, grâce au lien de confiance qu'on a aussi avec les personnes, on réussit à accompagner les personnes vers
vers des opérations, des choses, ou enfin voilà, vers des actes de la vie quotidienne même dont ils se sont, enfin, pour lesquels ils se sentaient pas capables. Donc et parfois aussi en faisant du lien avec les professionnels, bah, ça peut tout changer. En fait, ça peut paraître un petit peu basique, mais notre façon de travailler, c'est porté par nos valeurs, c'est notre engagement, hein. C'est des valeurs qui sont aussi portées par notre service, par notre association. Donc, c'est le non-jugement, la tolérance, la prise en compte de la singularité, la promotion de la citoyenneté. Voilà. C'est des principes, et comme on l'a dit avant, on fait tout notre possible pour ne pas prendre pas prendre la place de la personne qu'on accompagne, quoi. Ça paraît évident, mais quand on nous repère comme professionnels, comme éducateurs, on va nous interroger, nous, à la place de la personne concernée, hein. Ça, c'est quand même un classique, hein, quelle que soit la personne en face, ça peut être aussi bien un vendeur, un médecin. Alors, c'est vrai que nous, on a une place particulière, hein, on accueille la parole de la personne, on ne la juge pas, on est patient, on n'est pas déconcerté par l'étrangeté, on arrive rapidement à être dans l'alliance, hein, d'autant plus sur les situations où les personnes sont isolées, hein. On peut être parfois le seul vecteur de lien social, hein. Et en fait, cette place-là particulière qu'on a, ça facilite notre place de référent, hein. Comme on l'a dit, on travaille avec un principe de référence unique. Bien qu'on travaille en équipe, on est quand même souvent, enfin, on est le professionnel qui représente l'institution, le service. Et du coup, cette place de référent, elle facilite la confiance et ça peut nous amener aussi à travailler des aspects parfois plus complexes, hein, qu'on peut rencontrer dans l'accompagnement. Je peux citer l'exemple de l'hygiène, hein. On a parfois des situations où la question de l'hygiène, ça peut être compliqué. Et l'hygiène, des fois, ça peut aussi avoir une fonction défensive pour la personne, hein, la personne concernée. Mais pour autant, c'est toujours un objet de travail, hein, pour nous, hein. Donc, du coup, on peut aussi ramener de la norme, hein, pour rappeler comment on fait pour vivre en société. Mais c'est un accompagnement, un travail qui se fait rarement de manière frontale et directe. On l'a expliqué en préambule, hein, le SAVS assure une mission de coordination. Donc on n'est pas tout seul à travailler, hein, dans une situation. On travaille effectivement avec un ensemble de partenaires, hein, dans un réseau, hein. On n'est pas des superman, hein, on ne compose pas tous les besoins identifiés, mais on oriente, on accompagne, hein. On peut aussi bien accompagner vers le secteur spécialisé que le droit commun, hein. Ça, il n'y a pas de règles spécifiques. Donc, pour citer des exemples, hein, on travaille bien évidemment avec le soin, les soignants, hein, les médecins, les spécialistes, les cabinets d'infirmiers en libéral, les kinés. On travaille avec le sanitaire aussi, hein, les CMP, l'hôpital public, les cliniques privées. Lorsqu'une personne va rencontrer des difficultés dans son quotidien, on peut faire appel à des SAD, hein, des services d'aide à la personne, avec des aides ménagères ou des auxiliaires de vie. La personne, elle peut bénéficier d'aide avec l'aide sociale ou la PCH, prestation de compensation du handicap, hein, sur le volet des aides humaines. Après, on peut être amené à travailler, si c'est la question de l'emploi, avec des CIP, des conseillers en insertion professionnelle, à France Travail, à Cap Emploi, avec l'emploi accompagné. Si la personne rencontre des difficultés sur le plan administratif et financier, bien souvent on travaille en partenariat avec les mandataires, donc les curateurs, des tuteurs. Ça, on peut aussi y revenir après, hein, si vous avez des questions. On travaille aussi avec, comme je disais, le dispositif de droit commun, avec des assistantes sociales de secteur. Et puis, pour la question des activités du lien social, on peut travailler avec un GEM, un club sportif, une association. Du coup, j'avais envie de vous parler de Madame P, pour illustrer un peu comment on travaille avec nos partenaires. Madame P est âgée. Madame P a plus de 70 ans là, actuellement. Elle est diagnostiquée TSA, hein. Elle vit dans son logement depuis des années. Elle a construit des rituels, hein, qui lui permettent de vivre en autonomie chez elle.
des rituels qui sont très, très rigoureux, une rigueur qu'elle s'impose aussi à elle-même. Hein. Une rigueur qui va avoir comme contre-coup de ne pas aimer le changement, de ne pas aimer la surprise. Et en général, quand il y a du changement, la surprise, ben elle peut s'énerver et puis elle peut être violente. Donc nous, notre service, on l'accompagne depuis des années. Hein. Je ne vais pas dire que j'étais pas né, mais en tout cas, quand je suis arrivé sur le service, elle était déjà accompagnée depuis une longue date. Voilà. C'est aussi quelqu'un qui bénéficie depuis très longtemps d'une mesure de protection. Elle a une curatelle renforcée, mais aménagée. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment notion de l'argent ni du capital qu'elle a. Hein. Pourtant, je pense qu'elle a quand même du capital. Mais elle a tout de même un chéquier et une carte de paiement. Son curateur, il va gérer le dossier administratif et puis il assure la gestion globale de son argent. Mais elle peut payer avec sa carte bancaire les achats de son quotidien, comme les achats exceptionnels. Elle peut aussi d'elle-même appeler un artisan parce que, je ne sais pas, sa chasse d'eau est cassée, et puis elle va régler elle-même avec son chéquier l'artisan qui est venu chez elle. Donc je disais, Madame P, elle a 70 ans, donc avec le vieillissement, il y a des conséquences, hein, notamment au niveau de sa santé physique. Et il y a quelques années, Madame P est complètement bloquée du dos. Alors, vous allez dire qu'on n'accompagne que des gens qui ont mal au dos, mais bon, c'est aussi un mal du siècle. Donc Madame P, elle a énormément mal au dos, mais elle ne veut pas changer son quotidien, quoi. Et puis pas question d'avoir des aides complémentaires, ces rituels ils sont inscrits, c'est comme ça, on ne bouge pas. Sa mère, qui est toujours en vie à ce moment-là, n'a pas d'aide ménagère, donc pourquoi elle, qui est plus jeune, aurait besoin de ça? Donc elle refuse catégoriquement qu'on mette ça en place. Il va nous falloir, parce que la douleur au dos va durer quand même assez longtemps, hein, plusieurs semaines. Donc on va être obligé de travailler de pair avec le curateur sur le volet financier et administratif. On va travailler avec son médecin généraliste, qui est une personne vraiment référente dans la situation pour Madame P. Et puis avec l'ensemble du service, hein, du coup, moi je suis sur le front, le psychologue est sur le front, la chef de service est sur le front, voilà. Et en travaillant de pair comme ça, Madame P va finir par accepter 3 interventions par semaine. Une pour l'aide au ménage et puis 2 accompagnements en course. C'est des accompagnements qui existent toujours là à l'heure actuelle. Quelques temps plus tard, on va avoir des inquiétudes parce que j'ai oublié de le dire, mais Madame P a un traitement pour l'épilepsie et la prise de son traitement est importante pour éviter ses absences et des risques de chute. Et on craint que le traitement soit pris de manière un peu fluctuante. Bon, je vais la faire en version courte parce que c'est pareil, c'est aussi l'affaire de quelques semaines d'accompagnement avec Madame P pour qu'on en arrive un jour à mettre en place un passage hebdomadaire d'une infirmière. Et on va réussir à mettre 4 passages par semaine, voilà, pour vérifier l'observance du traitement. Et puis, ça apporte une sécurisation sur sa semaine et puis ça sécurise aussi son quotidien, quoi. Alors, il y a des médecins qui vont tenter d'imposer un passage tous les jours, hein, en se disant, c'est simple, hein, il faut pour madame qu'il y ait 2 passages par jour d'une infirmière, donc on va mettre en place 2 passages par jour. Sauf que du coup, ça ne fonctionnera pas. Madame P fera exploser les choses. Concrètement, dans les faits, elle va être agressive et être violente avec les infirmières, donc on se contente des 4 passages par semaine et c'est déjà pas si mal. Mais voilà, du coup, pour que ça tienne en même temps, ces étayages qu'on construit hein, avec les partenaires, c'est pas simplement on les met en place et puis on est tranquille, hein, et on s'arrête, on se retire de la situation. On est en contact régulier avec les partenaires. Voilà, c'est aussi une grande part de notre boulot dans les missions de coordination. C'est pas simplement on met en place des dispositifs, des étayages complémentaires, c'est que on fait du lien avec eux. J'ai envie de dire aussi, des fois, on fait aussi pas de la formation, mais on va être aussi on va être dans des fonctions un peu de tutelle, d'explication en tout cas de la situation ou de l'handicap psychique de manière générale. Hein. Voilà. Et pour finir sur Madame P, du coup, elle a plus de 70 ans. Elle a quand même une autonomie qui est un petit peu déclinante maintenant, mais
Mais la raison voudrait qu'on pense une réorientation pour elle sur un dispositif plus contenant, hein, une résidence senior, mais Madame P, elle veut pas. Madame P, c'est difficile pour elle d'anticiper, donc elle veut pas se projeter. Et puis sa mère n'a jamais été dans un dispositif comme ça, elle a toujours vécu en appartement, donc sa logique à elle, c'est qu'elle doit vivre en appartement. Donc là, on continue toujours à travailler cette idée d'un ailleurs, hein, on ne lâche pas l'affaire d'une certaine manière, mais en attendant, on l'accompagne dans son désir, dans ce qu'elle veut, hein, donc de pouvoir rester dans son logement. Donc on s'évertue à consolider au mieux son quotidien, quoi. Alors du coup, là, on a parlé d'accompagnement individuel, mais on propose également des accompagnements collectifs, des temps collectifs plutôt, qui ont lieu généralement une fois par mois. Ça peut être des pique-niques, ça peut être des restaurants, des sorties culturelles, le matin, le midi, le soir, rarement la nuit. Mais ce dont j'aimerais vous parler particulièrement, c'est d'un événement collectif qu'on a organisé conjointement avec les personnes accompagnées du SAVS et du SAMSA. Et Dominique peut-être pourra vous en dire quelques mots puisqu'il y a participé. Donc on a créé un projet qu'on a appelé l'art de vivre. Donc l'objectif de ce projet, c'était de mettre en place les talents du maintien à domicile, puisque c'est vrai que quand on parle des personnes qu'on accompagne, on entend souvent parler de leur souffrance, de leurs difficultés, mais on entend peu parler de leur intelligence, de leur sensibilité et puis de leur talent. Voilà, c'est toutes ces petites choses que nous, on voit souvent en tant que référents sur un service de maintien à domicile, mais qui sont peu présents et peu visibles, et souvent effacés justement par la question du handicap. Donc, à la base, ce projet, il est né d'une personne accompagnée qui voulait faire une exposition sur le tramway de Montpellier, puisque c'est une personne qui avait participé, qui avait filmé et photographié toute la construction de la ligne 1 du tramway. Elle avait fait vraiment un travail énorme. Et en fait, elle avait fait part à sa référente du fait qu'elle souhaitait faire une exposition. Donc cette question-là a été amenée en équipe et puis on s'est dit, en fait, il y a plein de personnes qui pourraient exposer avec tous les talents que nous, on est amenés à voir. Donc on s'est dit, pourquoi pas créer un événement de ce type-là. Et puis donc on en a parlé à la direction. La direction nous a suivis sur ce projet. Et puis du coup, de là, le projet, la création, l'organisation de tout le projet s'est lancée. Donc il y a eu des réunions avec les artistes qui ont été faites, des questionnaires qui ont été passés pour les personnes qui ne pouvaient pas être présents le jour des réunions. On s'est réparti le travail, on a réparti le travail entre différentes équipes composées de professionnels et d'artistes. Et on a défini un peu ce qu'on voulait pour cet événement. Donc, on voulait que l'événement soit ouvert au public, que ce soit pas uniquement ouvert aux institutions du secteur. On voulait que ce soit quelque chose qui puisse mettre en avant, en valeur le talent des artistes. On voulait aussi que les artistes puissent créer du lien entre eux, qu'ils puissent créer du lien avec les visiteurs le jour de l'événement. Et donc, du coup, les deux équipes se sont mobilisées. On a rencontré individuellement chaque artiste pour définir ce qu'ils souhaitaient, sélectionner les œuvres qu'ils souhaitaient, de la décoration, l'ambiance. Enfin, voilà, un gros travail, des affiches, des invitations. On voit d'ailleurs une invitation en haut à gauche sur l'image de Tony. Voilà, et plus haut il y a l'affiche. Mais bon, voilà. Et du coup, les affiches invitations ont été déposées dans tout Montpellier. Ça a été déposé par Dominique, en a déposé plusieurs. Enfin, voilà, ça a vraiment été par des artistes et les professionnels. C'était vraiment un travail commun. Et donc, ça s'est déroulé sur une journée au mois de juin. Et il y avait plein de talents variés. En tout, il y a environ 25 artistes qui ont participé.
Donc, vous avez eu un petit extrait avec le slam de Dominique, mais il y a eu de la peinture, il y a eu du chant, de la magie, des graphes, de la photographie, du diamond painting, de la couture, et j'en passe. Et tout ça pour dire qu'au final, donc le bilan a été très positif. Les artistes étaient ravis, il y a eu des applaudissements, des compliments, les gens ont été valorisés, reconnus. Il y a même, enfin voilà, c'est même une personne qui avait les larmes aux yeux en disant que c'était la première fois qu'on reconnaissait réellement son talent. Et tout ça pour dire que on peut rapidement enfermer les personnes en situation de handicap dans le rôle, enfin voilà, dans leur étiquette personne en situation de handicap, mais en fait, c'est juste pour dire qu'il faut réussir aussi à venir voir toutes leurs compétences, toutes leurs potentialités, tout ce qu'il y a derrière. Parce que même, donc là, on parle d'artistes qui ont pu performer, qui ont pu mettre en valeur leur talent, mais il y a toutes ces personnes qu'on accompagne qui ont une intelligence monstre sur la nature, la musique, les films, enfin il y a vraiment des trucs, et une sensibilité vraiment. Et donc c'est vrai que je trouvais ça intéressant que ça puisse être mis en valeur lors de ce webinaire, qu'on parle pas que de souffrance et qu'on n'enferme pas justement les personnes uniquement dans ce statut de personnes en situation de handicap. Voilà. Merci beaucoup Virginie, je trouve que c'est une très belle conclusion parce qu'effectivement, qui que l'on soit, professionnel, proche, responsable d'un magasin, le regard qu'on porte sur les personnes et qui consiste à ne pas réduire les personnes au handicap et à la maladie est déterminant dans la manière dont on les considère et soutient considérablement leur rétablissement. Et ce regard-là, comme vous le dites très bien Virginie, en fait c'est celui de s'intéresser à la personne dans ses savoirs, ses expériences, ses avis, et on découvre effectivement tout ce qui parfois peut être caché derrière le handicap ou la maladie qui deviennent un peu un masque ou une identité qui ne nous donne plus accès à autre chose. C'est tout l'enjeu, c'est de voir tout ce qui fait la personne. Merci beaucoup pour ces témoignages et ces partages. Il y a plein de questions. Donc là, il est temps qu'on se mette au travail pour essayer de répondre à un maximum de questions le mieux possible et qu'on puisse éclairer les nombreux participants qui vous ont écouté. Donc, je vous propose qu'on démarre tout de suite pour ce dernier quart d'heure. Alors, les questions vont s'afficher. Alors, bonjour Monsieur Boyer, le SAMHSA est-il accordé pour vos troubles psychiques ou pour d'autres maladies somatiques? Merci pour votre témoignage. J'en profite, Dominique, pour vous partager le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réagi à votre témoignage et qui vous félicitent et vous remercient d'avoir fait... Oui, alors donc je suis suivi par le SAMHSA. Je vous l'ai dit dans le témoignage, j'ai eu des problèmes de tort, de mal-confiance, mais actuellement je suis plutôt suivi pour ma santé est générale. Parce que bon, j'ai eu d'énormes difficultés pour me déplacer dues aux ulcères et œdèmes aux jambes. Et puis bon, j'ai le problème du surpoids. Voilà. Mais bon, c'est très lié pour moi les troubles psychiques et être en bonne santé en général. Voilà. Merci Dominique. Et je remercie encore toute l'équipe du Centre de Montpellier qui font beaucoup pour moi, mais pour les autres aussi, bien sûr. Voilà, Madame Karine Wallert. Beaucoup, Dominique. Alors, on peut prendre une deuxième question. Alors, comment prendre en charge la santé mentale des personnes autistes?
Oui, alors peut-être que Virginie et Tony, vous voulez dire un mot, ou également Lucie Chauveau qui est avec Dominique et qui est responsable du service au sein de la PSH. C'est vrai que dans les personnes que vous accompagnez, il y a aussi bien la dimension psychique et des problématiques d'autisme. Qu'est-ce que vous pouvez... je pense qu'on ne peut pas y répondre à cette question voilà, en 2 minutes, mais peut-être partager comme expérience sur voilà, l'accompagnement qu'on peut apporter. Tony, vous l'avez un peu commencé à le dire hein, tout à l'heure. Ouais, c'est vrai que du coup, l'exemple de Madame P, c'est quelqu'un qui voilà, sur le registre du spectre autistique. J'ai envie de dire, il n'y a pas de mode d'emploi. Hein. De toute façon, ça, que ce soit l'autisme ou la dépression ou n'importe quoi, il n'y a pas de mode d'emploi en soi. La question est très très large, donc c'est pas évident d'y répondre. Après, voilà, on a pris le temps quand même de parler de nos valeurs et de notre façon de travailler. Je pense qu'en tout cas, d'avoir des positions, de savoir adapter sa posture. Hein. Mais ça, c'est pas spécifique à l'autisme. J'ai envie de dire, c'est avec n'importe qui. De savoir être patient, de prendre le temps, d'être dans le non-jugement. Voilà, c'est des petites choses qui nous aident, nous, en tout cas, à prendre soin. Il y a plusieurs formes d'autisme aussi. La situation de Madame P, elle est pas, on peut pas se dire, je vais la prendre comme référence pour tous les autismes, parce que c'est différent à chaque fois. On a maintenant des autismes. Si on prend quelqu'un d'Asperger, par exemple, qui va avoir une insertion sociale professionnelle qui va fonctionner de manière très efficace. Hein. En tout cas, moi, ce que je repère de manière globale sur l'ensemble des situations, moi, je vois les fonctions de rituel qui me paraissent très importantes. Et nous, en tant que pros, c'est les repérer, pas les déconstruire, en tout cas, pas les abîmer, ces rituels, parce que c'est souvent à partir de ces rituels-là, en préservant les rituels, qu'on arrive à prendre soin des personnes. Et peut-être pour compléter, c'est vrai que c'est tout l'intérêt hein, de la pluridisciplinarité que vous évoquiez et des services où on est dans des accompagnements qui sont moins liés à la pathologie en tant que telle, mais finalement aux stratégies de vie quotidienne, quelle que soit la pathologie. Donc on intègre toutes les dimensions en prenant appui sur les bons professionnels voilà, quand c'est possible. Ok, on prend une autre question peut-être. Alors, comment permettre à une personne âgée, isolée, d'accéder à son rétablissement? Alors, ça, c'est une bonne question. Sachez que notamment à la Fédération Santé Mentale France, il y a tout un travail qui est mené actuellement et en ce moment, il y a vraiment des démarches qui sont faites pour soutenir justement le rétablissement et le prendre soin en santé mentale des personnes âgées qui sont des populations aussi à risque de troubles psychiques et de problèmes de santé mentale. Il me semble que c'est pareil, il n'y a pas de solution clé en main par rapport à ça, mais il y a tout le travail de pédagogie et de connaissance déjà qui peut être apporté aux personnes. On peut avoir mené toute sa vie finalement sans se préoccuper des enjeux de santé mentale et tout d'un coup avec l'expérience du vieillissement, être complètement déphasé, déboussolé, prendre vraiment en pleine figure cette expérience-là de la vie et être très en souffrance psychique. Donc, il y a déjà toute la pédagogie, la connaissance finalement, de la même façon qu'on fait de la pédagogie auprès des enfants sur les émotions, sur qu'est-ce que c'est la santé mentale, qu'est-ce qui va impacter ma santé mentale, qu'est-ce qui m'aide à aller être en bonne santé mentale, qu'est-ce qui est à risque. Faire tout à fait la même chose avec les personnes âgées. Et puis par rapport au rétablissement, et je pense qu'il y a vraiment un point un levier très très structurant du rétablissement et très important, c'est comment on fait pour leur permettre de conserver leur pouvoir d'agir. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elles décident pour elles, et de la même façon que Tony, vous avez insisté sur le fait que, et Virginie aussi d'ailleurs, sur le fait qu'il faut respecter le choix des personnes et les amener à se positionner et ne jamais faire à leur place.
il y a un vrai enjeu de ce côté-là de toutes les personnes âgées, c'est comment on respecte leur pouvoir d'agir, leur pouvoir de décision, leur choix, quand bien même on ne serait pas toujours d'accord ou on estime que ce n'est pas le bon choix et ce n'est pas la bonne solution pour elles. Donc, pas faire à leur place. On continue peut-être ? Travaillez-vous avec des associations telles que des GEM, les groupes d'entraide mutuelle? Alors, vous l'avez un peu dit, hein, peut-être que vous pouvez en dire un peu plus dessus. Alors, du coup, bonjour. Vous aussi. Ça a été un petit peu, du coup, évoqué, mais c'est vrai qu'en effet, le SAVS et le SAMSA se substituent à rien d'autre. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vient en complémentarité du reste et qui travaille en réseau avec le réseau de la personne. Voilà, ce n'est pas le réseau et les partenariats forcément du service, parce que la personne a déjà ses connaissances, son entourage, ses étayages pour certains. Voilà, quand c'est pas une mise en place après coup. Mais voilà, nous, on vient avec l'accord de la personne se mettre en lien avec toutes les personnes qui peuvent graviter autour de la personne qu'on accompagne pour faciliter justement l'expression de son désir, de ses choix, de sa parole. Si tant est que ce soit sa demande. Voilà, on ne va pas forcément aller vers le GEM si la personne est au GEM et juste parce qu'elle y est. S'il n'y a pas besoin d'intervenir ou si elle ne nous demande pas d'intervenir pour une médiation ou pour la soutenir dans des activités, etc., nous, on ne va pas se substituer à sa parole, à son choix. Voilà, donc oui, on travaille avec plusieurs GEM à Montpellier, mais c'est surtout très situation dépendante. Voilà. Voilà, c'est ça. En fait, vous travaillez avec les partenaires qui sont utiles pour le projet de la personne. Et donc, ils sont de toute nature, ces partenaires. Peut-être pour les gens qui ne connaissent pas, les groupes d'entraide mutuelle sont des associations loi 1901 qui sont réparties un peu partout en France et qui sont des lieux de vie sociale, d'activité, de loisirs, de partage pour permettre aux personnes qui ont des troubles psychiques de sortir de l'isolement et renouer du lien social et de la vie sociale. J'en profite juste parce que j'ai vu passer une question qui demandait s'il fallait distinguer les troubles psychiques et les troubles psychiatriques. Non, il n'y a pas, c'est la même chose. Simplement aujourd'hui, dans les dénominations, notamment au niveau international, on parle de la diversité des troubles psychiques qui sont tous les troubles traités par le champ de la psychiatrie et de la psychologie. Mais voilà, c'est la même chose. On peut reprendre encore peut-être 2 ou 3 questions rapidement. Comment travaillez-vous avec le service des tutelles lorsqu'il y a des mesures de sauvegarde ou des tuteurs curateurs? J'en profite pour vous dire que le webinaire de jeudi qui aura lieu également sur le thème de la vie au domicile, il y a un des intervenants qui est justement curatrice et qui témoignera de la manière dont elle travaille avec les personnes et leur entourage. Alors, comment vous travaillez avec les services de tutelle? Bon. Du coup, je vais répondre aussi. C'est vraiment des acteurs aussi de proximité incontournables. Alors, sur les 2 services d'accompagnement que nous avons ici, il y a à peu près 50% des personnes que nous accompagnons qui ont une mesure de protection, très peu en curatelle simple, bon nombre en curatelle renforcée et quelques tutelles. Voilà, et les sauvegardes provisoirement en attente d'eux. Donc nous, on est très en lien avec les mandataires et encore une fois, ça reste si c'est un besoin, parce qu'on a aussi des gens qui gèrent leur lien avec leur curateur vraiment de manière autonome. Et nous, on est plus un peu un tiers qui est tenu informé de ce que la personne a demandé, de ce qu'elle souhaite pour son projet. Et après, voilà, il y a des situations pour lesquelles les personnes ne peuvent pas faire ce lien seul
soit parce que les emails c'est compliqué, le téléphone c'est compliqué, respecter des jours de déplacement c'est compliqué. Et donc là, le service intervient un peu plus en coordination renforcée. Et puis évidemment, à chaque fois que la personne va parler d'un projet, que ce soit de déménagement, de mise en place d'étayage, de vacances, là, voilà, le curateur forcément doit être consulté pour savoir ce qu'il en est déjà des ressources de la personne et des possibilités ou non de soutenir son projet face à des éléments de réalité. Voilà, ça c'est ce qui vient aussi un petit peu rappeler les choses, c'est-à-dire que voilà, si on veut être pilote de ligne, oui, d'accord, mais peut-être que cette formation a un coût. Enfin voilà, tout ça, ce sont les éléments de la réalité qui viennent se heurter entre guillemets, voilà, des fois au projet pour que la personne se dise finalement, tiens, je voulais acheter une voiture, j'ai pas les ressources. Du coup, peut-être que je vais plutôt m'acheter un vélo ou un scooter. Enfin voilà, on retravaille les projets aussi en fonction des éléments qui nous sont transmis et en partenariat, quoi, totalement. Oui, et en fait, ça apporte de la connaissance pour faire des choix, justement, en connaissance et voilà. On essaye de prendre encore une question. Alors, comment travailler avec des personnes qui présentent le syndrome Diogène? Je travaille dans la protection de l'enfance. La famille ne revoit leur enfant qu'une journée par semaine parce que nous évitons le domicile pour l'instant. J'ai vu qu'il y avait plusieurs questions là-dessus. Je sais qu'il existe à Sainte-Anne des services ambulatoires spécialement pour des personnes qui ont Diogène et notamment qui avaient monté, alors je ne sais pas où ça en est, mais des chantiers d'insertion. En fait, des personnes rétablies et enfin en processus de rétablissement et de réinsertion venaient au domicile des patients Diogène pour essayer de monter un chantier ensemble de réhabilitation du logement et aider à entretenir le logement dans la durée. Qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner par rapport à ces enjeux d'incurie, éventuellement d'hygiène et d'entretien du logement qui reviennent souvent? Je vais laisser la parole à Tony qui a une situation. Voilà, tu peux peut-être en parler. Franchement, c'est pas facile. Hein. Je vais pas dire que j'ai pas la réponse, quoi. C'est vraiment très compliqué. Alors, la question elle est très générale en plus. Là, on voit que c'est quelqu'un qui travaille dans un autre type de service. Nous, on fait au mieux avec la personne quand même. On essaie de faire au mieux. Disons que des fois, ce qu'on peut ramener aussi, moi c'est un des leviers que j'utilise, que ce soit sur la question de l'hygiène du logement ou de l'hygiène personnelle. Des fois, je renvoie à la question des troubles. En expliquant que, alors en plus, ce que je veux dire, c'est assez vrai, c'est que j'ai une grande tolérance au bordel, déjà naturellement pour ma vie. Ça me facilite peut-être dans l'appréhension justement du désordre. Mais en tout cas, je dis sur la question d'hygiène, souvent, c'est ce que je ramène, c'est que moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Je peux faire avec, parce que j'ai cette tolérance-là dans l'accompagnement et que je suis dans un cadre aussi où c'est pas mon quotidien, ça va être juste sur quelques temps. Mais par contre, voilà, ces troubles-là envahissants, ça a une répercussion sur toi, sur ta personne. Si c'est la question de l'hygiène, forcément les gens ils vont te regarder d'une autre manière. Si c'est l'état de ton logement, forcément ça va susciter des réactions des gens qui vont venir à ton domicile. Voilà. Comme je l'ai dit durant la présentation, nous on travaille avec la référence, la confiance. On est dans un lien où on peut se permettre de dire ces choses-là. Après, dans les situations où c'est vraiment l'incurie totale. Si on a un mandataire sur la situation, c'est quand même pas mal parce que du coup, on fait état de la situation au mandataire qui, lui, peut aussi débloquer une situation avec
avec pour missionner un intervenant qui va tout nettoyer, quoi. Une situation où ça se passe comme ça tous les 2 ans. On essaye de mettre en place quelque chose de pérenne pour l'entretien du logement, mais au bout d'un moment, il lâche, il n'en veut plus. Et 6 mois après, malheureusement, on est obligé de faire intervenir quelqu'un qui vient faire le grand nettoyage, quoi. Mais c'est aussi avec son accord. C'est-à-dire que si lui ne veut pas, on ne peut pas le faire. Voilà. C'est sous réserve. Et de le convaincre. Et je pense, là je lis dans le chat, hein, mais il y a quelqu'un qui oriente vers le site des compagnons bâtisseurs en Provence qui vraisemblablement donne pas mal de conseils. Donc, effectivement, il y a des initiatives qui existent. En tout cas, il faut aller chercher. C'est pas partout, c'est pas sur tout le territoire, mais en tout cas, il y a des services qui ont des choses à partager, des expériences. Il y a l'association Biogène France qui a des antennes apparemment, donc ça peut être aidant. Il est 16h, donc c'est la fin de notre webinaire. Je suis absolument désolée parce qu'il y a plein de questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Il y en a une notamment importante sur la prestation de compensation du handicap. N'hésitez pas à les regarder parce que cette prestation, elle a été élargie notamment pour tout l'accompagnement à domicile de personnes qui ont des troubles psychiques pour être accompagnées au mieux. Merci infiniment à vous 4 pour tous vos éclairages, vos partages d'expériences et on espère que ça a guidé et donné des clés et même si on n'est pas magicien et que tout ça n'est pas simple, il y a beaucoup de choses à faire. On vous invite à répondre au petit questionnaire pour nous aider à continuer à proposer des temps ouverts à tous et d'apprentissage et de partage d'expériences. Et voilà, sachez que jeudi, on fera un autre webinaire sur le thématique de la vie à domicile avec d'autres intervenants. Merci à vous tous.